D'accord. Bon, je pense que c'est un plus ou moins qui est Oui, je vois pas mal de personnes qui nous ont un, rejointes. un tout petit peu. Ça, c'est bien. D'en profiter pour que toi, tu te présentes. On a... Oui, voilà, je vais me présenter. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Anne-France Huré. Je suis psychologue clinicienne. Je suis aussi coach en psychologie positive, auteure aussi et formatrice. J'habite à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Et je reçois, pas pour le moment au cabinet parce qu'il y a le confinement, mais d'habitude, je reçois au cabinet, je propose des thérapies individuelles, de couple et familiales. Et là, pour le moment, c'est par téléphone ou par Skype. Ok, Voilà pour la présentation. très bien. Chloé, Chloé, tu me dis qu'on m'entend mal. Est-ce que toi, tu m'entends bien, Anne-France, ou pas? Moi, je t'entends bien. Moi, je t'entends bien. Sinon, je vais parler plus fort, mais on a tendance à dire que je parle Voilà. d'habitude. Au pire, je répéterai. Voilà. Du coup, pour ceux qui arrivent, donc avec Anne-France, on voulait parler de reprendre un petit peu sur les points sur la dépendance affective, sachant qu'il y a eu il y a eu un live sur la dépendance affective sur psychologue.net il y a 3 jours à peu près, je crois. Ouais, vendredi Voilà, dernier. c'est ça. Mhm. Et du coup, moi, je voulais aussi qu'on puisse parler du coup de son opposé, à savoir la contre-dépendance affective. Mhm. On entend beaucoup moins parler. Du coup, est-ce que toi, Anne-France, tu pourrais revenir un petit peu déjà sur les caractéristiques de la dépendance affective, même si certains les ont un petit peu en tête? D'accord. Alors, au niveau de la dépendance affective, en fait, je vais vous lister 7 signes, 7 caractéristiques. Donc, pour avoir une idée, dites-vous que s'il y a au moins 3 points où vous vous y retrouvez, c'est qu'il y aura un petit travail à faire de votre côté par rapport à cette dépendance affective. Alors, le premier point, c'est que les dépendants affectifs ont beaucoup besoin d'amour, d'approbation, de sécurité. Et en fait, au niveau de l'approbation, c'est vraiment l'approbation de l'être aimé tout le temps. C'est-à-dire que sans l'approbation, ils peuvent pas avancer dans leur vie. Ils ont toujours besoin d'être validés par l'être aimé dans tout ce qu'ils font dans leur vie pour avancer. Sinon, seuls, pour eux, ils peuvent pas avancer. Ensuite, il y a beaucoup de pensées intrusives de l'être aimé, c'est-à-dire l'être aimé qui va travailler, la personne, elle va penser à lui, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est. Est-ce qu'il... Et puis après, il y a aussi, on en parlera après, les peurs, mais la personne, elle est sans arrêt, en fait, même si elle travaille, elle est sans arrêt, ses pensées sont tournées vraiment par au niveau de l'être aimé, de est-ce qu'il va rentrer à l'heure, et si jamais, par exemple, il est en retard, ça va être une angoisse, qu'est-ce qui va se passer, où il est, pourquoi il est en retard. Voilà, il y a pas mal de questionnements, en fait. C'est vraiment des pensées qui sont intrusives et c'est voire obsessionnelles par rapport à l'être aimé. D'accord. Et il y a aussi, après, j'avais marqué aussi en questionnement par rapport à ces pensées intrusives, parce que ça peut aller très très loin, ces pensées intrusives. Il y a, par exemple, même-t-il toujours autant, suis-je assez bien pour lui, est-ce qu'il va pas un jour craquer pour ses collègues de travail, parce que peut-être qu'elles sont plus intelligentes, plus jolies. En fait, c'est vraiment quelque chose d'angoissant et d'envahissant au quotidien. Ensuite, le troisièmement, c'est le besoin de contrôle de l'être aimé. Comme tout à l'heure, je vous disais, si par exemple le mari ou le copain il arrive avec 10 minutes de retard, c'est une source d'angoisse vraiment qui est très très importante pour le dépendant affectif. Puis après, il y a comme le dépendant affectif ne se fait pas confiance, il a du mal à faire confiance à l'être aimé. Donc du coup, quand l'être aimé va lui dire, écoute, il y avait des bouchons, voilà, dans la circulation, ou bien j'ai rencontré un collègue, j'ai discuté avec un peu plus, ou je suis restée un peu plus longtemps au travail, le dépendant affectif va douter de ses paroles, va penser que c'est faux, parce qu'il va penser que l'être aimé lui ment, lui cache quelque chose. Et ça, c'est très négatif aussi, en fait. C'est triste, si vous voulez, parce qu'au quotidien, en fait, même si le dépendant affectif est avec une personne sécure, une personne qui est stable, elle est tellement prise par toutes ces angoisses que finalement, au lieu d'apprécier cette relation, elle va petit à petit la détruire parce que l'autre, à un moment donné, va vouloir partir d'être avec quelqu'un qui est dépendant affectif. Parce que c'est très, très envahissant. Après, il y a, C'est étouffant. voilà, c'est ça, quoi. La personne, elle manque d'air, si vous voulez, à côté. Et en fait, si vous voulez, le dépendant affectif, il a toujours besoin d'être en fusion, d'être à deux, toujours pour tout faire. Donc, du coup, à un moment donné, ben, dans la vie, c'est normal, on a besoin de faire les choses seuls, de s'épanouir dans d'autres domaines, en amitié, professionnellement parlant. Mais pour les dépendants affectifs, tout ça, c'est une source d'angoisse. Dès qu'il n'est pas avec l'être aimé, c'est une source d'angoisse. C'est qu'est-ce qui va se passer? Il va rencontrer d'autres personnes, il va me quitter. C'est en lien avec les peurs. Alors, les peurs, j'y viens,
vraiment les plus grandes peurs, c'est la peur de l'abandon, la peur du rejet, donc, et aussi la peur d'être dénigré, en fait, parce que, si vous voulez, le dépendant affectif, il a tellement besoin d'amour qu'il en donne énormément. Mais il en donne beaucoup trop. Donc, et ce qu'il y a, c'est qu'il en donne trop parce qu'il veut en compensation, au retour, avoir autant. Mais c'est pas possible, en fait, parce que quand on donne de l'amour, on donne parce qu'on aime la personne et il n'y a pas de retour. Chaque personne est différente. Chaque personne a besoin d'aimer d'une manière différente. Chacun a son rythme. Et pour le dépendant affectif, c'est comme s'il avait besoin que l'autre soit son miroir. Et c'est pas possible parce que l'autre est différent. Alors après, il y a effectivement, comme j'avais dit aussi la dernière fois, il y a un travail à faire sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on a soi-même. Et plus on a une bonne estime de soi, plus on a confiance en soi. Et dans la confiance en soi, il y a l'amour de soi et il y a aussi l'image de soi. Et au niveau de l'amour de soi, c'est petit à petit. Après, ça se fait pas du jour au lendemain. Je veux dire, hein, c'est petit à petit qu'on s'aime d'un amour inconditionnel, mais c'est l'objectif de s'aimer soi-même d'un amour inconditionnel. C'est vraiment un grand pas en avant, parce qu'à partir du moment où on s'aime avec nos qualités, nos défauts, qui on est dans notre identité, dans nos facettes identitaires, on va petit à petit réussir plus facilement à aimer l'autre d'un amour inconditionnel. Et ça, c'est un gros travail à faire. Après, voilà, j'ai noté pour avoir, voilà, ça je l'avais déjà dit, hein, je parlais pour avoir autant d'amour, le dépendant affectif va en donner beaucoup, satisfaire les besoins de l'autre pour avoir la même chose en retour. Hein. Tout à l'heure, ça j'en ai parlé. Une forte jalousie aussi. Voilà, il y a aussi la jalousie, la possessivité. Et du coup, en fait, par rapport à ça, le fait qu'il donne trop et pour lui, il n'a pas assez il n'a pas de retour par rapport à ce qu'il donne, il n'a pas de retour. Donc du coup, comme il se sent responsable de beaucoup de choses, il culpabilise. Le dépendant affectif se dit, bah, c'est de ma faute parce que je donne pas assez. Donc, en fait, tous les jours, il va essayer de donner un peu plus. Donc, c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment un cercle vicieux. Il s'épuise tout seul. Ouais. Après, il y a, bon, je dis avec le sourire parce que je veux rester agréable, mais c'est vrai que c'est vraiment une source de souffrance d'être dépendant affectif. Après, il y a aussi, ça aussi, c'est important d'en parler. Le dépendant affectif idéalise l'autre, l'être aimé. Il le met sur un piédestal. Donc, quand on met quelqu'un sur un piédestal, il y a à travailler aussi sur la perfection. Quelqu'un qu'on idéalise, c'est quelqu'un qui est sûrement parfait et la perfection n'existe pas, donc on peut pas être parfait. Et voilà, je veux dire, nous sommes des êtres humains imparfaits et c'est tout à fait normal. Mais pour le dépendant affectif, comme il le met sur un piédestal, en fait, si vous voulez, il voit l'être aimé comme le sauveur, celui qui va remplir, satisfaire ses besoins, remplir le vide qui ressort à l'intérieur de lui, le dépendant affectif. Et c'est le sauveur qui va résoudre tous ses problèmes, ses soucis, des aléas de la vie. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il a tant besoin de lui. Il n'arrive pas, comme il est dépendant, il n'arrive pas à avoir cette autonomie de faire les choses seul. Et enfin, j'avais noté les fausses croyances limitantes qui sont vraiment à travailler, par exemple sur l'amour. Pour lui, dans ses fausses croyances, l'amour, c'est contrôler l'autre, par exemple. Après, il y en a d'autres. Et souvent, les fausses croyances, c'est en lien avec l'enfance, avec la vision qu'on a eue de l'amour aussi, l'amour qu'on a reçu de nos parents, de notre environnement familial. Et après, il y a aussi la dépendance affective peut venir aussi durant l'adolescence, durant l'âge adulte, en fonction des histoires d'amour qu'on peut avoir. Par exemple, une personne qui rencontre malheureusement un pervers narcissique, elle va être dans une dépendance affective. Vous voyez, alors qu'elle a grandi dans un environnement sécure. Ça peut arriver aussi à l'âge adulte. La devise, voilà les 7 signes. Alors, voilà, je ne sais pas si vous avez pris de quoi noter. Vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être un petit travail à faire. En gros, voilà. Alors après, j'avais noté la devise en fait du dépendant affectif, c'est j'ai besoin de toi pour vivre, et il y a aussi j'ai besoin de fusion. Il y a toujours vraiment être collé serré tout le temps. Et c'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Ah, je vois, il y avait Limine qui disait quand on est lié en soirée complètement, à un moment donné, on aimerait quand même un peu de tendresse. Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Si on ne capte pas de toute la soirée, ça doit être compliqué. Encore faut-il lui avoir exprimé vos besoins. Voilà, et ça c'est un autre point, mais c'est vrai que c'est important d'exprimer justement ce que vous ressentez à votre compagnon. C'est vrai que si vous sortez et qu'il vous calcule pas de la soirée, c'est pas génial. Autant qu'il se fasse une soirée entre potes et qu'après qu'il y ait une soirée à plusieurs et que là, qui vous regarde, voilà, de temps en temps quand même, un minimum. Je vois, il y a Leslie, donc je connais, qui dit, peut-on donc dire que le manque de confiance en soi et d'estime de soi conduit à devenir dépendant affectif? Je te laisse la petite idée, mais c'est...
tout à fait. Mais oui, tout à fait. Après, toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui n'ont pas d'estime d'elles ne deviennent pas forcément dépendants affectifs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ne deviennent. Normalement, elles sont autonomes affectivement parlant. Après, si elles rencontrent quelqu'un de manipulateur, un pervers narcissique, elles peuvent devenir. Parce que le pervers narcissique, si vous voulez, on pense souvent en fait qu'il est attiré par les personnes qui sont fragiles. Certes, effectivement, ce sont pour les pervers narcissiques des proies faciles, des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes. Mais néanmoins, ils préfèrent essayer de cibler des personnes, parce que pour eux c'est un jeu, hein, des personnes qui ont une forte personnalité, parce que l'enjeu est plus grand. D'accord. Ah. Parce qu'ils ont du plaisir, malheureusement, les pervers narcissiques ont du plaisir à détruire l'identité de l'autre. Donc, plus la personne a une forte personnalité, plus l'enjeu est grand pour le pervers et il va cibler la personne qui est autonome affectivement pour la rendre dépendante, pour avoir le contrôle dessus. Et donc, la personne à la base qui était autonome affectivement parlant, elle devient dépendante. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'on n'est pas dépendant affectif dans le sens où c'est une étiquette et on est comme ça toute la vie, mais que c'est plus des mécanismes en fonction aussi de la personne qu'on rencontre et qu'on rencontre, tout à fait. Et dans les personnes qu'on rencontre, c'est pas uniquement en amour, c'est aussi en amitié. C'est un autre sujet aussi, mais c'est vrai que ça arrive en amitié, et puis ça arrive aussi beaucoup dans les familles aussi, hein, d'être avec des personnes qui sont malveillantes et du coup d'avoir cette dépendance-là qui se crée en fonction du relationnel qu'on a avec les membres de la famille. Donc c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas uniquement que dans l'histoire d'amour. Ouais. Tout ce qui est en lien avec l'attachement, on en parlera tout à l'heure. Et du coup, donc, avant de passer justement sur les styles d'attachement, donc j'en vois certains qui arrivent. Donc là, on a parlé un peu des caractéristiques de la dépendance affective. Et du coup, on va parler maintenant des caractéristiques de la contre-dépendance affective, un terme qui est beaucoup moins connu. Enfin, même moi, j'ai essayé de chercher des bouquins dessus. J'ai vu beaucoup dans la lecture anglophone, mais francophone, c'était quand même plutôt compliqué de trouver des livres dessus. Donc, je te laisse nous expliquer le contraire de la dépendance affective. D'accord. Alors là aussi, je vais vous proposer 7 signes, en fait 7 caractéristiques sur la contre-dépendance affective. Et là aussi, si vous vous y retrouvez, après, je ne mets pas de jugement, chacun est comme il est. Et maintenant, je veux dire, dites-vous que ce direct, c'est pour pas faire vos connaissances et pour savoir un petit peu où vous en êtes, vous, de votre côté, par rapport à la dépendance, la contre-dépendance et l'autonomie affective, voir un petit peu où vous vous situez. C'est toujours intéressant de savoir un petit peu où on se situe en fonction des périodes de vie. Alors, les 7 caractéristiques. Premièrement, les contre-dépendants affectifs ne veulent pas dépendre des autres. Ça, c'est quelque chose pour eux, c'est la dépendance, c'est toxique. Voilà, c'est vraiment quelque chose voilà, qui repousse un maximum. Ensuite, leurs relations sont superficielles, car ils ne veulent pas s'attacher. Ils préfèrent des relations occasionnelles, plutôt que profondes, en amour comme en amitié. Hein, là aussi, c'est pareil. En amour, en amitié, ils préfèrent des relations qui sont superficielles, où il y a vraiment la distance qu'ils ont besoin pour ne pas prendre de risques. Parce que vraiment, pour eux, la dépendance, c'est vraiment quelque chose, soit c'est en lien avec l'enfance, soit c'est en lien avec une ancienne histoire d'amour, ou bien une amitié qui s'est mal passée, une trahison ou autre chose, qui font que la personne, à un moment donné, elle veut surtout pas s'attacher parce que pour elle, c'est une source d'angoisse, c'est toxique. Il y a que si vous voulez, des connotations négatives en lien avec l'attachement. Donc, du coup, elle préfère vraiment se détacher des personnes. Ensuite, ils mettent en place une distance effectivement émotionnelle, ce qui leur permet de laisser entrer personne dans leur bulle intime. En fait, peut-être que ça va vous parler, ce que je vais vous dire. On les reconnaît assez facilement quand on discute avec une personne qui est de cette façon-là. Quand vous discutez avec elle, si vous rentrez dans une bulle intime au niveau de la distance, vous allez voir que la personne, elle va se reculer. Ça se voit. Hein. Je ne sais pas si vous avez rencontré des personnes comme ça, mais il y a des personnes qui, quand elles veulent surtout pas être trop en proximité des autres, elles vont avoir un mouvement de recul si la personne, même si c'est une personne qu'elle connaît, veut se rapprocher un peu plus dans les discussions ou autre chose. En fait, c'est un mécanisme de défense, c'est une protection en fait. Parce que tout est source de danger, en fait. On peut discuter avec un contre-dépendant affectif, mais il faut surtout pas se rapprocher trop près de lui. C'est ça, en fait. Même au niveau de l'intimité, il y a des relations occasionnelles, mais voilà, il n'y a pas trop non plus. Je veux dire, il y a juste ce qu'il faut. Voilà. Il ne veut pas trop de projets à venir. Des relations, elles durent pas longtemps. Quand tu parles d'intimité, tu parles d'intimité physique et émotionnelle? Ouais, voilà, les deux. Il y en a effectivement, mais néanmoins, voilà, ça reste quelque chose à partir du moment, par exemple, où si le contre-dépendant, il va sentir éventuellement qu'il s'attache à une personne,
il va préférer la quitter plutôt que rester avec elle. Même s'il est amoureux d'elle, il préfère la quitter parce qu'il veut surtout pas s'attacher. Même si ça va être une source de souffrance pour lui, il préfère cette source de souffrance plutôt que sentir que l'attachement est là, qu'il tombe amoureux de la personne. C'est pour ça que quand il a des relations amoureuses, il essaye de se couper vraiment de ses émotions, du sentiment amoureux. Il préfère à la rigueur le contact physique que les émotions. Vous voyez, c'est vraiment pour s'en protéger. Après, alors, ces contre-dépendants préfèrent faire les choses seuls plutôt que demander de l'aide. Même si une situation est difficile, ils se débrouillent pour faire. Bon, après, cela dit, c'est positif aussi parce que du coup, quand on est face à quelque chose, si on veut le faire soi-même, voilà, il y a quand même du positif à ça. Maintenant, c'est bien de temps en temps de savoir qu'on peut compter sur les autres aussi. C'est quand même sympathique. Mais pour lui, en fait, vu que c'est en lien avec l'attachement, je demande, donc je suis dépendant de quelqu'un. Pour lui, c'est hors de question. Donc, il préfère faire vraiment les choses tout seul. Après, j'ai marqué en 5, ils ont du mal effectivement à demander de l'aide justement, car pour eux, demander, c'est être dépendant. Il y a vraiment là ce gros problème avec la dépendance. Et enfin, après, il y a encore 2 points. Le 6e, il y a différentes peurs aussi. Il y en a 2 qui sont similaires aux dépendants affectifs. La peur de l'abandon et du rejet. C'est pour ça qu'ils ne veulent surtout pas s'attacher. Et il y a aussi la peur de l'intimité. L'intimité est liée, mais ce qui peut être de la juste dose pour ne pas tomber amoureux de la personne, pour ne pas être trop intime non plus. Et quand il sent qu'il est amoureux de la personne, il préfère la quitter, quitte à en souffrir, plutôt que de rester avec elle. Ça, c'est quelque chose… Et ça aussi, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'il peut passer à côté d'une belle histoire d'amour. Et enfin, il y a… Oui, dis-moi. Je pensais que tu avais terminé. Vas-y. D'accord. Et enfin, le 7e, après j'ai fini. Le 7e, c'est aussi en lien avec des fausses croyances qui sont limitantes sur l'amour. Par exemple, l'amour, tout simplement, hein, l'amour, c'est toxique. En fait, l'amour, c'est en lien avec quelque chose de très négatif. Voilà. Au moment donné où la personne est dans une contre-dépendance affective, à ce moment-là donné, pour elle, pour la personne, c'est vraiment quelque chose de toxique. Tu me disais quelque chose? Ça buguait, mais c'est bon, tu es revenu normalement. D'accord. Ok. Comme j'ai rien vu. Alors, donc du coup, vous avez bien entendu ce que j'ai dit par rapport aux fausses croyances? Je veux être sûre, comme tu m'as mal entendu, toi, à un moment donné, c'est ça? Entendu, fausses croyances, du coup, ça a bugué. D'accord. Et aussi, les fausses croyances, c'est en lien avec l'enfance, voire l'âge adulte, aussi l'adolescence et l'âge adulte, qui sont à travailler. Alors, la devise du contre-dépendant affectif, c'est « j'ai besoin de personne pour vivre et aussi j'ai besoin de distance ». Ça vous donne une idée un petit peu, hein? Ça, vous allez pouvoir voir un petit peu où vous en êtes, si vous êtes retrouvé sur 3 points au minimum, voire plus, hein, au niveau de la dépendance affective ou la contre-dépendance affective. Après, dites-vous que si c'est le cas, c'est pas grave. Je veux dire, c'est que vous avez pris conscience de quelque chose justement et que vous allez commencer à travailler justement pour atteindre une autonomie affective, une juste dose, sans avoir peur de l'attachement. En fait, c'est ça. En fait, Je te laisse la parole. Dis-moi. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce que vous pouvez marquer en commentaire si vous m'entendez? Parce que moi, je vois très bien. Je vis un grand moment de solitude. Mais c'est pas grave, je vis bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, j'ai vu marquer oui. Alors, quelqu'un a marqué, on ne voit plus Fanny. Fanny, on ne te voit plus. Elle va revenir. Elle va revenir. Alors, en attendant que Fanny revienne, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez justement noté certaines choses par rapport à la dépendance affective, la contre-dépendance affective? Là, je commence à t'entendre un petit peu, Fanny. Ah.
Voilà, en fait, enfin, moi, de mon côté, j'ai ta photo. Ah, ça y C'est est, bon, ça y de est, retour. Ah, c'est parfait, bon. c'est bon, c'est bon. Alors, Du coup, c'est bon, ça y est. Moi, je t'entends c'est bon, bien. parfait. Est-ce que vous entendez bien, Fanny? Est-ce que vous la voyez bien? Vous l'entendez Je bien? suis là. Ah, ouais, je voulais dire, moi j'avais lu aussi que la plupart du temps, les contre-dépendants, ils étaient pas mal entourés d'amis. Enfin, ils avaient pas mal d'amis Ah oui, oui. qui sont Mm, souvent, ils font fête, enfin voilà, ils sont invités à droite, à gauche. tout à fait. Mais Mm. ils vont pas dans la profondeur de la Les relation, mais ils relations. restent quand même finalement paradoxalement assez entourés, quoi. Mm. Ils sont très entourés, mais et ça reste pour eux des relations qui sont superficielles. Ouais. Oui, oui, bah, oui, ça c'est Voilà, sûr. mais effectivement, ils sont pas seuls. Ils sont bien entourés. Ok. Et ok, merci pour ta réponse très chère. Alors attends, je regarde. Mais de rien. Tout à l'heure, j'ai vu tac tac tac. Qu'est-ce que j'ai vu comme question? Ah oui, là, c'est Je sais plus. marqué J'ai vu que une faire question quand on est passer tout à amoureuse l'heure. d'un Bref. contre-dépendant affectif. Ah oui, Ah, je sais pas si tu m'entends. dépendant affectif. Voilà. Bah, Eh bien, là, en fait, là, ça serait bien d'essayer de lui en parler. Si vous avez pris conscience effectivement que c'est un contre-dépendant affectif, de lui parler justement de ce que vous avez ce que vous ressentez par rapport à sa distance, son manque. Enfin, si la personne n'exprime pas assez ses émotions ou d'autres choses par rapport à cette dépendance, n'hésitez pas à lui en parler. Et puis après, si vous voyez qu'il est dans ses mécanismes de défense, essayez de voir si une personne extérieure ou un ami ou une amie puisse lui en parler. Parce que si vous voulez, tout à l'heure j'en parlerai, mais ils arrivent plus facilement à accepter ce constat-là d'une personne extérieure, voire d'un thérapeute, plutôt que d'un professionnel, plutôt que qu'une personne qui est proche. oui. Mais après, c'est bien d'essayer de lui en parler. Après, ça ne veut pas dire que ça se passe automatiquement comme ça. S'il faut, je veux dire, il va très bien réagir, il va vous poser des questions, vous allez pouvoir échanger. Ça va être un facteur déclenchant pour lui. Il va pouvoir se libérer au niveau de ses émotions. Ça peut arriver aussi. Hein. Tout n'est pas, chaque personne est différente, donc ça peut aboutir à quelque chose de positif. Je trouve que c'est bien de lui en parler. Ça. Oui, ça c'est sûr. Et j'ai vu aussi comment faire pour bon, ça, on en parlera après. La question d'après tout à l'heure, j'ai vu. Après. Mais ok, non, mais c'était plutôt clair. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas et pensez à la boîte à questions. Du coup, il n'y a que toi qui pourras les regarder. Et en bas, le point d'interrogation. Voir s'il y a des questions dedans. Donc la troisième question, c'était est-ce que justement sur ce qui est dépendance affective et contre-dépendance affective, est-ce qu'il y a un lien avec le style d'attachement que chaque... Alors oui, effectivement. Alors ce que je vais faire en fait pour que vous puissiez connaître les styles d'attachement, je vais verbaliser en fait 3 styles d'attachement. Je vais vous donner 3 exemples et en fait vous allez très facilement vous y retrouver. Et après on va en parler. Alors je vous laisse prendre des notes. La première phrase c'est dans vos relations amoureuses, je trouve qu'il est relativement facile d'être proche des autres et je me sens à l'aise lorsque je dépends d'eux et qu'ils dépendent de moi. Je n'ai pas peur d'être abandonnée ou que quelqu'un soit trop proche de moi. Donc ça c'est le premier. C'est le style d'attachement Sécure. Donc ça, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est parfait. Très bien. Voilà, c'est la juste dose, l'autonomie affective et la personne n'a pas peur de s'attacher à une personne. Okay. Ensuite, deuxième style. Je suis un peu mal à l'aise d'être proche des autres. Je trouve difficile de leur faire pleinement confiance, de me permettre de dépendre d'eux. Je suis nerveux lorsque quelqu'un est trop proche de moi et il arrive souvent qu'un partenaire souhaite avoir un niveau d'intimité plus important que celui avec lequel je me sens à l'aise. Donc là, le style d'attachement, est-ce que ça vous a parlé, ça, par rapport aux phrases que j'ai verbalisées? Là, le style d'attachement, c'est l'évitant. Et l'évitant, c'est en lien avec… Je ne le dirai pas, moi je sais. Qui c'est qui peut le dire? L'évitant. Qui c'est qui peut le dire? On attend. L'évitant, c'est en lien avec quoi? Est-ce que c'est le dépendant affectif ou le contre-dépendant affectif? Pour ceux qui regardent. Qui suivent.
Alors, il y a des personnes qui veulent rejoindre la vidéo. Bon, j'ai pas la réponse. Alors, il y a bon, c'est vrai que Miss Oriane Chocolatine que je connais qui dit contre-dépendant, madame. Contre-dépendant. Voilà, c'est ça. Bravo. C'est ça. Check, on valide. Et enfin, le troisième style d'attachement. Et enfin, le troisième style, je trouve que les autres hésitent à être aussi proches que je le souhaite. Je m'inquiète souvent de ce que mon ou ma partenaire ne m'aime pas vraiment ou ne souhaite pas rester avec moi. Je souhaite fusionner totalement avec une autre personne et ce désir fait parfois fuir les gens. Donc là, le troisième style d'attachement, c'est l'anxiété. C'est le style d'attachement anxieux en fait. Et là, c'est en lien avec… Voilà. Je vous laisse marquer aussi. Là, c'est facile. Hein. Donc, la dépendance affective. Il y a quand même un fort lien entre style d'attachement évitant contre dépendant affectif et style d'attachement anxieux et dépendance. Avec la dépendance affective. Et finalement, ça me fait penser à une phrase qu'on entend 40 000 fois dans notre vie. J'ai l'impression que finalement, le dépendant affectif, c'est fuis-moi, je te suis, je te cours après. Et que le contre-dépendant, c'est suis-moi, je te fuis, mais très très loin, quoi. Ah oui, ça, je veux bien après que tu me l'envoies en phrase, je veux bien le retenir ça. Je vais le noter quelque part, c'est pas mal. Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Ça fait quand même un peu, ça fait un peu ça, quoi, finalement. Le premier dont c'était, parce que je vois, le premier, c'est le style d'attachement sécure. Donc, voilà, sécure, où là, tout va bien. Tout va bien. Et là, en fonction des 3 styles d'attachement là que je vous ai proposés, là, je pense aussi que vous avez dû vous y retrouver. Voilà. Oui, après, il y en a peut-être qui vont se sentir être dans le style d'attachement sécure avec un petit peu d'anxieux et d'autres sécures et un petit peu d'évitant. Après, c'est intéressant de voir un petit peu là-dessus où vous en êtes. Parce qu'il y a souvent, soit vous êtes dans la première case, la deuxième ou la troisième, et il peut y avoir un entre-deux aussi. Et s'il y a un entre-deux, c'est qu'effectivement, il y a un petit quelque chose à travailler. Après, si on a le temps, pour vous aider justement vraiment encore plus à vous situer dans ces 3 styles d'attachement, je peux vous lire un petit peu en lien avec les souvenirs, les attitudes, les objectifs et la gestion du stress. C'est un livre en fait que je viens de terminer de lire sur la psychologie positive, qui est très très intéressant. Et je suis fière de moi parce que 400 pages, j'ai fini de le lire. Je suis très fière de moi. Encore 2, 3, voire 4 semaines de confinement pour le lire. Ça va. On est tranquille. Alors, au niveau des souvenirs, ça va vraiment, franchement, il est vraiment très bien fait parce que ça permet vraiment de savoir où on se situe. Au niveau des souvenirs, je vais essayer de parler tout doucement. Les adultes sécures se souviennent de leurs parents comme disponibles, chaleureux et affectueux. Les adultes évitants se souviennent de leur mère comme froide, rejetante et indisponible. Et les adultes anxieux se souviennent de leur père comme injuste. Tu dis, dans le style évitant, ils ont qu'un souvenir de la mère, pas du père. Et dans le style anxieux, ils ont qu'un souvenir du père, mais pas de la mère, c'est ça? Alors, voilà, là, c'est vrai que quand c'est marqué, je me suis questionnée sur… Parce que là, ils ont parlé de la mère, mais finalement, on ne sait pas au niveau de la mère ce qu'il en est. Alors moi, je suis partie du principe que peut-être que les parents sont comme ça. Froid, rejetant et indisponible. Et les adultes anxieux se souviennent de leur père comme injuste. Ça vous donne des pistes par rapport aux différentes sphères. Au niveau des attitudes, les adultes sécures ont une estime de soi élevée et doutent peu d'eux-mêmes. Vous voyez là, les personnes qui sont dans cette partie-là ont une bonne estime d'elles-mêmes. Et ça, c'est important parce que comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, pour les deux autres, le dépendant affectif et le contre-dépendant affectif, il y a un travail à faire sur l'estime, la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi pour mieux s'affirmer. Ensuite, les autres personnes les apprécient et ils considèrent les autres personnes comme dignes de confiance, fiables, bons et serviables. Et ça, vous voyez, dans les adultes sécures, il y a cette confiance. Comme l'adulte sécure se fait confiance, il fait confiance à l'autre. Il n'y a pas de paranoïa, de questionnement sur ce qu'il me dit, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il me dit vraiment la vérité, est-ce qu'il me dit le fond de ses pensées. Il n'y a pas toutes ces pensées intrusives qui sont désagréables à ressentir pour le dépendant affectif. Les adultes évitants considèrent les autres personnes avec suspicion comme malhonnêtes et peu fiables. Ils manquent de confiance, en particulier dans les situations sociales. Et les adultes anxieux, c'est pour ça que
les contre-dépendants affectifs qui sont dans cette case-là, ils ont des amis, ils ont beaucoup de relations, mais ils mettent cette distance-là parce qu'ils font pas confiance à l'autre. Donc, ils mettent vraiment cette distance-là pour, c'est un mécanisme de défense pour se protéger. Sait-on jamais si on l'aime un peu trop, c'est juste pas possible pour lui parce qu'il ne veut surtout pas s'attacher. Les adultes anxieux estiment qu'ils ont peu de contrôle sur leur vie et que les autres personnes sont difficiles à comprendre et à prévoir et sont donc déconcertés par elles. Ensuite, les objectifs. Les personnes sécures s'efforcent d'avoir des relations intimes avec ceux qu'elles aiment et essaient de trouver un équilibre entre la dépendance et l'indépendance. Les personnes évitantes essaient de garder leur distance vis-à-vis de ceux qu'elles aiment et accordent plus d'importance à l'accomplissement personnel qu'à l'intimité. Vous voyez, l'intimité ne vient pas en priorité. Les personnes anxieuses s'accrochent aux autres, elles craignent en permanence d'être rejetées et découragent l'autonomie et l'indépendance chez les autres qu'elles aiment. En fait, si vous voulez, le dépendant affectif voudrait que l'autre soit aussi dépendant affectif. Et enfin, sur la gestion, ça va vous donner des idées, vraiment des pistes, ces petites. Et enfin, la gestion du stress. Les personnes sécures admettent d'être bouleversées et s'efforcent alors d'utiliser le stress pour parvenir à des fins constructives. Il y a une construction au niveau du stress. Les personnes évitantes ne se livrent pas. Elles ne parlent pas aux autres du fait d'être bouleversées. Elles ne montrent pas leur colère ou ne l'admettent pas. Et ça, c'est dommage, en fait. Mais tout ce qui est de l'ordre des émotions, c'est contenu pour les personnes évitantes qui sont contre-dépendants affectifs. Et les personnes anxieuses étalent leur détresse et leur colère. Et si elles se sentent menacées, deviennent trop conformes et attentionnées. Ça vous donne une petite idée par rapport à ces 3 styles d'attachement. Si vous avez des questions, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Je te laisse voir de ton côté. Vous avez la petite. Alors moi, je vois un smiley. En bas ou dans le. Ouais, pour l'instant, je vois rien du tout. Mais après, j'ai des mains qui applaudissent en commentaire, des petits cœurs. des petits cœurs. Pourquoi ça bug encore? C'est pas possible. Je suis pas censée bugger, moi, en plus, chez moi. C'est pas normal. Ah, ça y est, ça marche. Alors. En fait, vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Je m'entends. C'est bon. C'est bon. En fait, ce que j'avais noté aussi à vous dire, c'est par rapport aux dépendants affectifs, quand c'est en lien avec l'enfance, c'est que généralement, il y a eu soit au niveau des parents une surprotection ou soit un dénigrement, les deux opposés. Pour le contre-dépendant affectif, il n'y a eu pas de il n'y a pas eu de considération des émotions de l'enfant. L'enfant ne pouvait pas exprimer ses émotions, donc il a grandi avec cette distance émotionnelle. Pour lui, en fait, si vous voulez, c'est normal. Ah, tu changes ça y est, on te revoit. Est-ce que moi, vous m'entendez? Je vais faire une petite pause. Alors, qui c'est qui m'entend? Qui c'est qui me voit? On a changé parce que ça buguait, alors je me suis dit que changer tantôt, on va voir. Mais en fait, ça tient pas forcément. Et oui, pour trouver par rapport à ce que je suis en train de voir en commentaire, pour trouver l'équilibre entre le dépendant et le contre-dépendant, c'est l'autonomie affective. Et l'autonomie affective, ça vient petit à petit en travaillant effectivement sur la confiance. Donc, qui dit confiance dit estime de soi. On ne peut pas travailler sur la confiance en soi si d'abord on ne travaille pas sur l'estime de soi, sur la valeur positive de soi-même. Et d'ailleurs. Et plus vous travaillez sur votre valeur. Oui, dis-moi. Non, j'allais dire justement, parce qu'on n'aura pas le temps de défiler exactement sur l'équilibre en question. Mardi prochain, sur mon compte, il y aura un autre live avec Angelo Follet, donc, qui est la personne qui tient le compte Instagram Balance ta peur, donc qui était analyste, voilà. Et donc, le thème, c'est justement relation équilibrée entre intimité et dépendance. Donc, voilà, on pourra rediscuter justement plus en détail, parce que moi, j'avais lu aussi un article québécois, je crois, qui là-bas, il définissait plutôt les dépendants et les contre-dépendants comme le dominé et le dominant. Il les définissait comme ça, en disant que souvent, le contre-dépendant, du coup, il renvoyait l'image de la personne méchante, c'était elle qui quittait l'autre. Le persécuteur. C'était elle qui quittait, c'était elle qui partait, et qui du coup était aussi traversée
d'émotions et de culpabilité, et de colère, et de frustration. Donc, c'était intéressant, c'était aussi intéressant cet article-là. Et du coup, oui, qu'est-ce que j'ai vu comme question? Y a-t-il un lien entre une personne avec un cœur d'artichaut et en même temps dépendance affective? Une personne cœur d'artichaut. Alors, une personne à cœur d'artichaut, c'est pour être sûr de la définition. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très romantique. C'est ça pour la personne qui a écrit. Ouais, alors, je sais pas pour la personne qui écrit. Pour moi, le cœur d'artichaut, c'est la personne qui tombe facilement amoureuse, quoi. Ouais. Ah oui, oui, qui va dire très facilement je t'aime à l'autre. Oui. Après, à partir du moment où finalement on a besoin de l'amour de l'autre, ouais. Après, on peut vite tomber effectivement dans la dépendance affective. C'est sûr que quand vous rencontrez quelqu'un, moi, ce que je dis souvent à mes patientes et mes patients, c'est que essayez, c'est pas toujours évident, mais d'être, même quand vous êtes comme ça, je veux dire, cœur d'artichaut, à essayer d'avoir cette juste dose entre quand je fais connaissance, je donne un peu de moi, de qui je suis, autant que l'autre, pour laisser la place à l'autre, pour prendre du temps de connaître l'autre. Ouais. Avant de lui faire confiance. Il y a des gens qui font, bon, c'est très positif de faire confiance, mais avant de faire confiance à la personne il faut mieux bien la connaître. Par exemple, dans le cas du pervers narcissique, si d'emblée vous allez dans ses bras, voilà, après il faut partir en courant. Mais voilà, le fait de petit à petit connaître la personne, vous allez plus observer, écouter ce que la personne va vous dire et voir un peu sa communication non verbale et voir qui est la personne. Avant, petit à petit, de tomber dans ses bras, façon de parler, mais il faut essayer petit à petit justement de prendre le temps quand vous rencontrez quelqu'un. Et je vois à l'inverse, beaucoup cœur de pierre pour non, ouais, j'avoue, c'est un peu ça. Et pour répondre à Billinette13, le live avec Angelo Follet, ce sera sur mon compte. C'est mardi prochain à 19h. Si vous regardez sur ma story, ça y est. Mardi prochain, je regarderai. Alors, mardi prochain, je pense que oui, je vais le regarder. Il m'intéresse bien celui-là. Normalement, on devrait pouvoir regarder Harry Potter sans souci. Ça ira. Ah oui, c'est vrai que c'est mardi soir, en ce moment, je vais aller faire une rediffusion des Harry Potter. Du coup, tu conseillerais pour une personne, parce qu'on peut être dépendant affectif ou on peut être contre-dépendant affectif sans en souffrir, c'est pas une tare et il y a des gens qui le vivent très bien ou qui en ont pas. Le vivent bien. Donc bah, voilà. Tout à fait. Très bien. Dans le déni, c'est parfait. C'est ça. Il faut vous dire que c'est pas non plus. Si vous le vivez bien, si ça vous pose pas de problème. C'est ça. Continuez comme ça. On est tous plus ou moins. Enfin voilà, quand on est dépendant de ses parents, il y a une certaine dépendance. Voilà. C'est pas mal, c'est pas aussi mal vu que ce qu'on peut en entendre parler. Et finalement, souvent le dépendant affectif, il se fait plus de mal à lui-même qu'aux autres, quoi, on va dire. Tout à fait. En fait, il faut juste, quand on est dépendant affectif, doser cette dépendance pour acquérir plus d'autonomie. Et en fait, si vous voulez, j'en parlais la dernière fois dans le direct, c'est que pour ça, il faut sortir des habitudes parce qu'en fait, le dépendant affectif, il est dans ses habitudes. Son cerveau, il est habitué à faire comme ça. Donc, le jour où il a décidé de changer, c'est ça que je parlais par rapport à comment se sortir. Quand il y a la prise de conscience, c'est déjà un pas en avant. Et après la prise de conscience, il y a le travail sur soi. Et ce travail sur soi, c'est sortir de sa zone de confort, de ses habitudes. Et ça, c'est là où c'est bien d'avoir quelqu'un pour justement vous accompagner dans ce chemin. Parce que ce chemin, il n'est pas toujours évident, parce que c'est un travail de longue haleine, il faut faire des exercices régulièrement, mais c'est ça qui va vous permettre justement de gagner en autonomie. Parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant, dites-le vous, pour vous qui êtes dépendant affectif, de vous dire, j'ai réussi à faire une chose toute seule sans avoir la validation de l'être aimé. Parce que du coup, tout est lié, vous allez prendre confiance en vous, vous allez pouvoir vous affirmer de plus en plus. Et dans l'affirmation de soi, qu'est-ce que vous allez affirmer? Vous allez petit à petit affirmer aussi vos limites à l'être aimé. Vous allez verbaliser vos besoins. Vous voyez, l'affirmation de soi, c'est très important parce que le dépendant, il a tellement peur d'être abandonné qu'il n'exprime pas du tout ses besoins, ses limites, il les montre pas non plus parce qu'il a peur d'être rejeté, donc il dit rien en fait. Il est dans une forme de soumission, si vous voulez. C'est pour ça d'avoir un professionnel qui vous accompagne petit à petit. Après, ça peut être une personne extérieure à la famille aussi, pour vous accompagner dans ce chemin. Après, il y a aussi en parallèle, vous pouvez aussi lire des livres de développement personnel, parce qu'il y en a beaucoup justement que vous pouvez trouver sur Internet, dans les librairies. Et puis, ça va vous permettre de faire des exercices, de vous enrichir. Et ça, c'est bien aussi.
Ouais, juste. Et là, je suis en train de regarder de nouveau mes notes. En fait, si vous voulez, au niveau des thérapeutes, si vous cherchez des thérapeutes, moi, je vous conseille, après, vous avez la liberté de faire comme vous voulez, de cibler plus des thérapeutes qui sont spécialisés en thérapie comportementale et cognitive. Parce que là, ils vont travailler sur vos fausses croyances et tout part de la cognition, de vos pensées. Et c'est bien de pouvoir commencer ce travail avec les personnes. N'allez pas voir un psychanalyste, par exemple. J'ai rien contre eux, hein, mais il vaut mieux voir quelqu'un qui soit spécialisé avec les thérapies comportementales et cognitives. Ça sera quand même beaucoup mieux pour travailler sur vos fausses croyances. Et ce qui est bien quand vous voyez un thérapeute, c'est que même si vous faites une supervision une fois par mois, il va vous donner, avec les TCC, il va vous donner des exercices à faire régulièrement. Donc en fait, par exemple, si vous le voyez même deux fois dans le mois, pendant 2 semaines, vous savez que vous avez des tâches à accomplir. Moi, c'est ce que je fais à mes patients. Mes patients, ils ont toujours des feuilles d'exercice. Je leur donne les feuilles et pendant 2 semaines, quand je les revois, on fait un débriefing par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pas fait, parce que des fois, ça leur arrive en fonction des événements de la vie de pas tout faire les exercices, mais on peut en parler et ils avancent. Ils sont pas lâchés dans la nature pendant 2 semaines. Et cet étayage-là, c'est quand même bien de l'avoir avec. Après, tout dépend des psychologues, chacun travaille différemment. C'est sûr, c'est sûr. Je voyais. Et après, une chose importante. Oui, vas-y, dis-moi. Ah oui, c'est marqué. Est-ce qu'une personne dépendante affective a une chance de réussir sa relation avec un contre-dépendant affectif? Là aussi, je pourrais vous dire, si ça se passe bien, si ça vous convient tous les deux, bah, tant mieux, mais ça peut être difficile. Hein, parce que là, du coup, pour ce qui est de la souffrance, le dépendant affectif, s'il est avec un contre-dépendant, au niveau de la satisfaction des besoins. Le dépendant affectif, il va avoir besoin d'amour, d'attention, de présence. Oui. Et l'autre, c'est la distance. Donc, c'est que même s'il l'a, ça ne sera pas assez pour lui. Et le contre-dépendant, il va vite se sentir étouffé et dire salut, là, tu me saoules. Et voilà, il va partir. C'est ça, quoi. Après, le contre-dépendant affectif, quand il a des relations amoureuses, bah, généralement, il va pas être attiré par des personnes qui sont dépendants affectifs. Oui, oui. Après, normalement, ils ont, j'ai l'impression, quand même une tendance à être, sans rentrer dans le détail, mais quand même à avoir une tendance à être attirés vers les gens qui ont besoin d'une écoute, ou en tout cas d'avoir ce côté sauveur. Dans le détail complet. Mais en tout cas, de pouvoir y aller, mais de vite en partir, quoi. De vite en partir, c'est ça, quoi. Après, tout dépend de la personnalité, hein, du contre-dépendant affectif. Si par exemple, c'est une personne qui est très égoïste, la personne lui plaît, elle veut une relation superficielle, elle va y aller. Et si la personne elle est dépendante, c'est tant pis pour elle. Hein. Ça dépend de la façon de penser de la personne. Hein, si elle est égoïste, elle pense qu'à son plaisir à elle et à ses besoins à elle, elle va pas se soucier du dépendant affectif. C'est vraiment propre à chaque personne. Okay. Mais après, le tout, c'est que, après, si vous voulez, il y a tout qui peut arriver. Un dépendant affectif par rapport au contre-dépendant, bah, s'il faut peut-être qu'il va, même s'il va combattre ses sentiments pour la personne qui est dépendante, il va quand même finalement se lancer et puis peut-être que tous les deux ils vont travailler pour devenir autonomes. Vous voyez, tout n'est pas figé. Tout n'est pas figé. Ils peuvent peut-être avoir une prise de conscience des deux côtés. Ouais, mais du coup, est-ce que là, dans ce cadre-là, il n'y a quand même pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour aider dans une thérapie de couple ou dans... Tout dépend. Bah, tout dépend de la personne. Tout dépend des personnes. Si elles arrivent à exprimer ce qu'elles ressentent, à faire le travail de développement personnel, de travail sur soi pour acquérir une autonomie, elles n'auront pas besoin d'aller voir une personne extérieure, un professionnel. Après, si elles sentent qu'à un moment donné, elles sont un peu perdues pour faire le travail, parce que c'est un étayage quand même, ça prend du temps, là, qu'elles n'hésitent pas justement à voir un professionnel pour avoir cet étayage-là. Bien après l'étayage, ça peut être aussi quelqu'un de l'environnement aussi, je veux dire un autre couple qui est bienveillant, qui va leur donner. Il y a des gens aussi qui rencontrent d'autres personnes qui sont déjà passées par là, qui peuvent leur proposer des exercices aussi. Je suis en train de regarder. Ah non, c'est la même question. Je voyais des phrases, alors je regardais, mais c'est pareil, c'est la même. Je vois. Je pense que vous allez. Comment qualifier quelqu'un qui s'est tellement fait prendre pour un pigeon, je présume, qu'il est en mode je m'en foutisse, pardon, et que faire pour reprendre confiance en elle et en quelqu'un d'autre pour se relancer dans une relation? Moi, je dirais il faut déjà avoir confiance en soi. En soi, tout à fait. Et faire ce travail. Après, le travail sur l'estime de soi, il y a pas mal d'exercices à faire, hein, mais c'est vrai que
le plus connu, enfin, qu'on entend parler autour de soi et que moi je propose, c'est déjà commencer par avoir une valeur positive de soi-même et pour ça, commencer à se complimenter, voir ce qui est bon en vous, voir vos qualités. Et pour ça, en fait, je propose, j'ai des cahiers de bord à mon cabinet, je propose des cahiers de bord ou bien qu'une personne, si elle a un cahier chez elle, qu'elle veut s'en servir, où je lui dis chaque jour de noter un feedback positif sur elle. Un compliment, ça peut être un compliment physique, un compliment sur, je sais pas, elle s'habille pour aller travailler, elle se trouve jolie, elle le pense mentalement, elle écrit. Tout ce qui est positif la concernant, elle écrit. Et tous les jours, en fait, quand elle regarde son cahier de bord, elle lit ce qu'elle a marqué la veille. Si vous voulez, le cerveau, il va enregistrer des données positives. C'est comme ça que ça change petit à petit. C'est pour ça qu'il y a ces exercices à faire entre 3 semaines et un mois pour pouvoir booster l'estime de soi. Après, il y a un exercice très agréable, c'est j'en propose un PDF. C'est mon cahier de gratitude. Ah oui, ouais, c'est pas mal, oui. Cahier de gratitude. Au niveau des remerciements des personnes qui sont autour de soi et ressentir de la gratitude, c'est pas mal ça comme exercice aussi. Et comme tout à l'heure on disait au téléphone, exercice sur les qualités. Ça bug? Ouais. Ouais. Là, c'est bon. Moi ça va, je t'entends bien. Je t'entends bien. Alors bon, si on t'entend, c'est alors, Alors, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, en fait, ce que je propose aussi, j'ai un PDF de 150 qualités et je demande à la personne justement de lire le PDF et de noter sur le cahier de bord toutes les qualités qu'elle a. Et là, entre celles qu'elle pensait avoir et celles qu'elle a réellement, du coup, forcément, là aussi, au niveau de l'estime d'elle-même, elle se dit waouh, voilà, j'ai pas mal de qualités quand même. Oui. Et c'est tout petit à petit ces exercices qu'elle va faire, petit à petit, qui vont lui permettre justement de gagner en estime et en confiance en elle. Mm-hmm. Tout par-delà, c'est vraiment l'estime de soi. Et tu disais aussi dans la dépendance affective, le fait de ne pas réussir à faire des choses seule et de sortir de sa zone de confort, c'est vrai que du coup, ça peut aider aussi de se rendre compte, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. C'est tout à fait. Qui sont plutôt aussi importants. Et moi, une question que j'avais aussi, souvent on dit que le dépendant affectif, il a un manque affectif qui du coup il va essayer d'aller combler chez l'autre, enfin en tout cas il va demander à l'autre de combler. Est-ce que du coup le contre-dépendant à la place, il a une fusion très importante avec quelqu'un, un parent par exemple, qui l'empêcherait d'être aussi intime avec quelqu'un d'autre parce que ça pourra jamais être à la hauteur par exemple de la fusion qu'il a avec maman ou avec papa. Ah oui, c'est vrai que ça peut être, oui, effectivement, ça peut être, soit c'est parce que ça peut pas être à la hauteur de la fusion qu'il a avec la personne concernée, ou soit parce que il peut être en souffrance de cette fusion parce que c'est trop et du coup il veut surtout pas se rapprocher de cette fusion dans ses histoires d'amour. Ça peut être les deux en fait. D'accord, ok. Et en fait, c'est vrai que le mieux pour chaque personne, c'est pouvoir exprimer ses émotions, ses ressentis, parce on n'est pas comme ça, soit dépendant, soit contre-dépendant. Ça vient de quelque part. C'est pas comme ça. On se réveille pas un matin en se disant ça y est, ce matin je vais être dépendant et demain je vais être contre-dépendant. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de, voilà, c'est un travail à faire en fait. C'est parce que ni l'un ni l'autre le vit bien. Il y a de la souffrance, il y a des émotions désagréables, donc c'est mieux de gagner en autonomie. C'est là où justement c'est important, on en parlait tout à l'heure toutes les deux, de ne pas se définir comme je suis contre-dépendant ou je suis dépendante parce que du coup on considère que notre personnalité est représentée par ça, alors que plutôt dire je suis dans des mécanismes de dépendance affective ou de contre-dépendance, ça renvoie pas la même chose envers nous-mêmes et aussi envers les autres, quoi. Parce que finalement directement on se définit comme... Et Julie qui dit est-ce que faut pas se mettre d'étiquette. Ouais, voilà. Oui, je dis faut pas se mettre d'étiquette en fait. Julie dit est-ce que être attiré par des contre-dépendants révèle quelque chose? Ça aussi on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Si vous êtes attiré par des contre-dépendants, soit c'est parce que durant l'enfance vous avez cette image-là justement de distance émotionnelle. Et que vous avez grandi en pensant que l'amour, c'est ça en fait, c'est vraiment la juste dose, même limite au niveau des émotions et au niveau de la connexion avec l'autre personne. Ou soit c'est en lien, après ça dépend de vous, comme je vous connais pas, c'est difficile d'en parler. Ou soit ça peut être aussi par rapport à une ancienne histoire d'amour ou une histoire d'amitié qui vous a blessé. Et du coup, voilà, c'est.
Moi, je disais tout à l'heure à Anne-France au téléphone avant que est-ce que finalement le fait d'être tout le temps attiré par des personnes qui ne sont pas accessibles, inconsciemment, c'était que l'engagement nous faisait peur et nous effrayait et qu'on sait que bah, finalement, il ne se passera rien de concret et solide comme ça. Et comme disait Anne-France, si dans notre enfance, on s'est mis en tête que amour, ça veut dire inaccessible, bah, ou amour égale déception, bah, finalement, on va toujours être attiré. Voilà, déception. Je t'entends plus. Alors, les dernières phrases, je ne sais pas si tu m'entends, mais les dernières phrases étaient fragmentées. J'ai pas tout entendu ce que tu as dit. J'espère qu'on va, on va te revoir. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous voyez Fanny? Est-ce que vous l'entendez? Moi, je la vois, mais c'est en bugage. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que quelqu'un peut marquer quelque chose? Encore. Ah. Alors, j'ai perdu Fanny. Elle va peut-être revenir. Alors moi, est-ce que vous m'entendez? Ça y est, elle va revenir. Elle m'a fait la demande, elle va revenir. Ça y est, je te revois. Ah, moi, je vois. Ça y est, normalement, vous devez la voir. Je me vois. Normalement, vous devez la voir. Ah, ça y est, elle est repartie. Bon, bon bah, c'est ça les directs, en fait. Hein. C'est voilà, c'est sortir de sa zone de confort totalement. Ouais, est-ce que moi, vous me voyez? Est-ce que vous voyez toujours? Je vois des oui. Donc, en fait, par rapport à l'estime, la confiance en soi, j'en avais parlé tout à l'heure à Fanny. Ah, ça y est. Alors, elle me refait la demande. Donc, on va croiser les doigts que ça marche. Alors, ça y est. Ça y est. On nous voit toutes les deux. Comme je disais, c'était voilà, les directs par avance. C'est la question, est-ce que tu laisseras le direct en replay pendant 24 heures sur la story? Oui, tout à fait. Voilà, je laisse en replay pendant 24 heures et après, en fait, ce que je fais, je vais le télécharger si tu voudras que je te l'envoie pour après le diffuser sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, YouTube aussi. Nickel. Dans la soirée, je m'en occuperai, comme ça je te l'enverrai aussi, comme ça tu pourras la voir. Comme ça, pour les personnes qui ne peuvent pas le voir pendant 24 heures, sachez qu'après, on partagera l'information pour que vous ayez les informations sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes et il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir, ça peut être, plutôt pas mal. J'avais une personne qui m'avait posé en question aussi dans la boîte à questions, donc je l'ai marqué, comment devenir indépendant sans compter sur la présence de l'autre, mais sur soi-même. Bah, plus en fait vous commencez à faire des choses, à être dans l'action, même si c'est source d'inconfort, parce que quand on est dans l'action, qu'on veut sortir d'une zone de confort, on ressent des émotions désagréables et c'est normal, c'est propre à tout le monde. Comme je l'avais dit la dernière fois, c'est vrai que tout le monde ne va pas vous le dire, mais à partir du moment où vous sortez d'une zone de confort, c'est-à-dire vous changez vos habitudes, vous allez ressentir du stress, de l'angoisse, c'est tout à fait normal. Mais après, petit à petit, à force de sortir de votre zone de confort, d'être dans l'action, vous allez gagner en confiance en vous. Et du coup, ces sensations désagréables, des émotions désagréables que vous allez sentir, elles seront moins présentes. Elles seront un petit peu présentes, mais vous allez totalement les gérer. Au début, ça sera envahissant, mais c'est normal. Parce que quand on sort d'une zone de confort, au début, tout le monde ressent la même chose. C'est pas quelque chose d'anormal, si vous voulez. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Et après, plus vous allez petit à petit faire des petites actions en étant seul, plus vous allez acquérir de la confiance, l'estime, la confiance en vous, l'affirmation de soi et du coup l'autonomie affective dans le temps, petit à petit. Essayez de vous mettre des challenges. Par exemple, chaque semaine, vous dites cette semaine, j'ai décidé de faire telle chose seule. Vous le faites. Même si c'est quelque chose, ça m'arrive des fois de dire aux patients, vraiment d'aller vers je sais pas, par exemple, il y a des personnes qui ont du mal à s'exprimer face à un public. Je leur dis allez faire du théâtre. Et même si ça. Je confirme. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la personne elle se lance, bah, elle se dit, et puis en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a des personnes qui ont commencé à faire du théâtre et du coup qu'ils ont adoré et puis qui continuent à en faire. Donc vous voyez, c'est vraiment
voilà, dites-vous que voyez ça comme des challenges pour pas mettre trop de pression à votre cerveau, parce que c'est vrai que le cerveau, si on lui met trop de pression, il va pas être content, si vous voulez, votre cerveau. Donc, si vous lui dites que c'est un challenge, vous allez vous amuser à sortir de votre zone de confort mentalement, vous allez être plus détendu et ça va être gérable. Et vous, dites-vous que c'est comme un jeu. Chaque semaine, vous mettez une petite challenge que vous notez sur votre agenda. Et puis, à chaque fois que vous réalisez le challenge, vous félicitez. Et dans les feedbacks positifs, vous notez. Cette semaine, j'ai réussi à faire telle et telle chose. Et ça, petit à petit, c'est ça qui va vous permettre d'acquérir cette autonomie affective. Si vous êtes en manque d'idées de challenge, il y a un document, moi je l'ai téléchargé sur mon ordinateur parce que j'en ai marre d'aller le chercher à chaque fois sur Internet. Il y a un document où il y a 1000 idées de challenge pour sortir de sa zone de confort. Donc c'est Goodbye Comfort Heroes qui fait ça. Donc ils ont un programme de coaching à côté qui est payant, mais ce document-là, il est gratuit, il est accessible à tout le monde. D'accord. 1000 challenges pour sortir de sa zone de confort. Et d'ailleurs, à ce propos, du coup, tu me fais penser, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un jeu qui s'appelle Xiao Comfort Zone. Moi, je connais, ouais. Ils ont sorti, ils ont sorti 2 jeux de cartes et ils ont aussi sorti un jeu de cartes en lien avec les couples aussi pour sortir de la zone de confort. Donc ça aussi, c'est pas mal. Ça, j'en ai au cabinet, c'est pas mal comme ça permet petit à petit d'avoir un petit challenge ou tous les 2 jours. C'est pas mal comme. Ouais, complètement. Et puis c'est sous forme de jeu en plus, c'est amusant. Chaque jour, vous allez avoir la surprise de qu'est-ce que vous allez devoir faire comme exercice, comme challenge, c'est sympa. Ça apporte de la légèreté. Ouais, c'est vrai que enfin, moi, je travaille beaucoup avec les jeux thérapeutiques à mon cabinet. Et c'est vrai que quand je fais par exemple, il y a des jeux en lien avec l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, je dis aux personnes de piocher au hasard différentes cartes et au verso de la carte, il y a une phrase positive, il y a un travail à faire sur soi et la personne, ça lui permet de prendre conscience, bon, bah, par rapport à ça, c'est bon, j'ai pas à travailler. Par rapport à ça, j'ai à travailler. Mais le fait d'être dans ce climat-là avec de légèreté, avec un jeu, sympathique. Ça leur permet de travailler avec de la légèreté. Donc ça, c'est vraiment. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Après, comme on a parlé tout à l'heure au téléphone, sachez que mon premier livre, en fait, il est vraiment ciblé sur le travail sur l'estime, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Je vais vous le montrer. Il s'appelle Stop à la soumission, je m'affirme et je dis non. Vous voyez, là, le petit personnage, c'est moi. Et en fait, parce que je mets souvent des casquettes sur la tête. C'est mignon, voilà. Et à l'intérieur, en fait, ce petit personnage, il va vous suivre. Le livre est en couleur. Et le petit personnage, il va vous suivre. Par exemple, vous voyez, là, il est là. C'est marqué coaching en psychologie positive. Vous voyez ici. Là, vous voyez, là aussi, il est là. En fait, à chaque exercice, à chaque challenge, il est là, il vous suit, il vous accompagne. Et dedans, vous avez des échelles, des tableaux, des questionnaires aussi que là, les questionnaires, c'est moi qui les ai créés. Justement, ces questionnaires, vous devez répondre par oui ou par non. Et c'est ce qui va vous permettre petit à petit à travailler sur l'estime, la confiance en vous et l'affirmation de soi. Et à la fin, en piqûre de rappel, ça c'est bien aussi, c'est pas dans tous les livres que je vois ça, je vous ai mis le récapitulatif de tout, de tous les challenges, les actions que vous avez fait durant le livre. Et vous avez aussi dedans, c'est sympathique, ça aussi, un cahier de bord où vous pouvez noter justement les différents exercices, les émotions que vous avez ressenties. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de travailler. Et il y a aussi un travail aussi sur les fausses croyances aussi qui est important aussi à faire, hein, parce que ça aussi, pour travailler sur l'estime, la confiance en soi et pour être autonome affectivement parlant, il faut aussi pouvoir travailler sur ces fausses croyances. Alors, si vous avez envie de le commander, il est sur le site des éditions Maya. Et là, je vois je sais pas si tu vois, c'est marqué qu'il nous reste 12 secondes. On va lui dire au revoir. Et puis, on va vous dire au revoir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y aura le live aussi sur mon compte. Et merci beaucoup.